Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 17 février 2021. Nous recevons, comme annoncé, l'honorable Sébastien Nadot, député à l'Assemblée nationale française et membre de la Commission des affaires étrangères. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou, honorable Nadot. Merci pour votre invitation. Honorable Nadot, vous êtes député à l'Assemblée nationale française et membre de la Commission des affaires étrangères. Qu'est-ce qui motive votre engagement aux côtés des peuples opprimés alors que votre gouvernement soutient ces oppresseurs qui sont à la base des déboires de ces peuples-là? Écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, membre de la Commission des affaires étrangères et à ce titre, je suis chargé de contrôler l'action de mon gouvernement et de m'assurer que ce qu'il dit faire, que les textes fondateurs de notre pays, à savoir la Constitution française, sont bien respectés dans l'action au quotidien, particulièrement du ministère des Affaires étrangères. Donc je regarde ce qui se passe sur plusieurs pays, particulièrement les pays en Afrique, pas seulement, et ce qui m'a amené à regarder de près, j'avoue un petit peu trop récemment, il aurait fallu que je regarde il y a plus longtemps, mais la situation au Togo et cette situation de crise permanente démocratique. Merci beaucoup. Puisque nous sommes là exclusivement pour le Togo, parlons-en. Ces derniers temps, vous avez fait plusieurs sorties sur ce pays. Pourquoi avez-vous décidé de dénoncer un coup d'État électoral un an après l'élection présidentielle du mois de février 2020? Écoutez, c'est relativement simple à comprendre. C'est à partir du moment où j'ai pris connaissance du problème. Vous savez, l'an dernier, quasiment à cette date, le 22 février, en France, on rentre complètement dans le problème du virus, de la pandémie mondiale qu'on connaît très bien maintenant. Et donc, les parlementaires, on a été tous dirigés vers cette situation extrêmement particulière. Et de ce fait, ça a été un moment où ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire quand même un travail de vigilance sur toutes les temporalités électorales à l'extérieur de la France, on l'a plus fait. Et c'est vraiment les circonstances qui ont amené à ne pas être un minimum observateur à ce moment particulier, très particulier de l'histoire du Togo, je crois. Il y a eu plusieurs temporalités extrêmement fortes, mais celle-là en est une. Et puis, bon, on a été en grande difficulté en France pendant de nombreux mois. Et arrive un moment où moi j'ai des gens du Togo qui me disent il s'est passé quelque chose qui est absolument pas normal. Donc après, moi, il m'a fallu le temps de rentrer de manière approfondie dans le sujet, puisque je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas les acteurs, je ne connaissais pas les forces politiques en présence, et puis je ne connaissais pas les événements tels qu'ils s'étaient déroulés. Donc il m'a fallu, par recoupement d'informations de différentes personnes, de gens du Togo, de gens qui travaillent au service des affaires étrangères de la France. Et de là, j'en suis venu à des conclusions effectivement que j'ai exprimées, c'est qu'en aucun cas l'élection qui s'est tenue le 22 février n'a rendu un verdict démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat des urnes qui a continué d'installer le président de facto du moment, mais c'est bel et bien par la force. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé d'un coup d'État, d'un coup de force, et non pas d'un processus démocratique. Et donc, partant de là, moi j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères sur le sujet, le ministre français. Pourquoi c'est pas que je veux me mêler de ce qui me regarde pas,
Mais à partir du moment où la France a un certain nombre d'accords avec le Togo, à partir du moment où le Togo est dans la communauté internationale des Nations Unies, c'est un pays qui a des obligations qui sont précises, que le droit international lui impose. Et moi, j'ai à m'assurer que ce droit est bien respecté, faute de quoi je dois demander au ministre des Affaires étrangères et au président Emmanuel Macron d'intervenir en tant que pays membre des Nations Unies au même titre que les autres pays, et puis en tant que pays membre de l'Union européenne, parce qu'il y a des accords spécifiques avec l'Union européenne, et qu'il n'est pas question d'avoir des accords de droit qui expliquent comment doivent se nouer les relations entre nos pays sur des principes de l'état de droit et de principes démocratiques. S'ils sont bafoués, ce n'est pas de l'ingérence, mais c'est une nécessité que de rappeler tout le monde aux droits auquel il doit se soumettre. Donc voilà un petit peu la démarche qui m'a amené à effectivement avoir un petit peu de colère de voir comment s'était passée cette séquence électorale au Togo il y a presque un an, presque jour pour jour maintenant. Est-ce que vous constatez que certains de vos collègues et quand même ont quand même eu écho ou bien ont compris le sens donc de vos sorties par rapport aux problèmes togolais? Est-ce que certains collègues députés et quand même sont réceptifs par rapport à vos sorties? Écoutez, le fait est que mes sorties sont relativement récentes et que je suis dans un travail actuellement pour convaincre d'autres parlementaires de se joindre à ma démarche pour dire à quel point cette situation n'est pas acceptable et aussi de demander des explications précises au ministre des Affaires étrangères et puis sur certains sujets également au président de la République, puisqu'il y a quand même autour de cette élection un certain nombre de choses extrêmement troubles qui s'emboîtent pas du tout avec un processus démocratique, hein, véritablement. Donc, on est dans un moment, pour moi, où j'essaye on va dire, de mettre en lumière la situation au Togo qui n'était absolument pas connue de mes collègues parlementaires. Et puis, petit à petit, on va mettre en place des choses pour pouvoir que le droit passe. C'est quelque chose qui me semble normal que de réclamer ça. Faute de quoi, il y a des accords internationaux qui disent que dans pareille situation, il y a des sanctions éventuelles qui doivent être prononcées, des mesures qui doivent être prononcées contre les gens qui ne respectent pas un fonctionnement démocratique. Et c'est le cas actuellement du président Gnassingbé, très clairement. Donc, on est dans un début de démarche. Il faut avoir ça en tête. On n'est pas encore dans un processus archi solide. Donc, il faut le construire, il faut le solidifier. Mais la première étape, c'était déjà de faire connaître, et c'est un début, de faire connaître cette situation qui est absolument catastrophique de mon point de vue, pour les populations tout d'abord togolaises, hein, parce que c'est elles qui, les premières, se retrouvent victimes de la situation, mais aussi pour la relation entre la France et le Togo, entre l'Union européenne et le Togo, et la relation du Togo au monde. Parce qu'à un moment donné, si le président de ce pays a décidé de ne jamais respecter les règles de la communauté internationale, il y a un problème qu'on ne peut pas laisser filer éternellement. Togo, démocratie sacrifiée par une France coupable, c'est le titre d'un de vos tweets que j'ai pu lire quelque part. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Togo, démocratie sacrifiée par une France coupable. Écoutez, le fait est que autant moi, parlementaire depuis la France, au moment de l'élection présidentielle, je n'avais pas la capacité d'analyser ce qui se passait sur le terrain, mais enfin, on a un ambassadeur
de France au Togo. Alors, enfin, maintenant, ça a changé, c'est une ambassadrice, mais au moment où on avait un ambassadeur de France sur place, il est absolument anormal qu'il n'ait pas communiqué sur tout ce qui pouvait se passer, et particulièrement ce moment où les militaires assiègent le principal opposant et puis s'en prennent également à sa famille, sa femme, qui se trouve à la nationalité française. Donc là, il y a une faute grave de l'ambassadeur, c'est que l'ambassadeur doit à tout citoyen, citoyenne française la protection consulaire. C'est comme ça. Et donc, rien n'a été fait de ce côté-là. Donc, pour moi, il y a eu un espèce d'abandon de la part de l'ambassade de France au Togo, qui est tout à fait inacceptable. Et avec une certitude, c'est que l'information est remontée au ministère des Affaires étrangères. Donc le seul fait d'être silencieux dans cette séquence fait de la France une coupable. Pour mémoire, la Constitution française commence par ces mots: le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Alors normalement, quand ils sont bafoués quelque part, le minimum, c'est au moins de le dire et d'essayer de faire face. Donc ça n'a pas été fait, donc ce silence est un silence coupable. Mais il y a des choses qui sont encore plus troublantes qui sont passées dans cette période, et j'en veux notamment pour preuve cette plainte de l'ambassade de France, de l'ambassadeur au moment, oui, contre des journaux d'opposition. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais rencontré ailleurs. De mon point de vue, c'est absolument scandaleux. Scandaleux. Et quand dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères fait des discours sur la liberté de la presse et le rôle que la France joue dans tout ça, franchement, là, c'est quelque chose d'absolument honteux qui s'est passé, et qui s'est passé, encore une fois, à un moment où les médias français étaient focalisés sur la pandémie et donc étaient très, très fermés à l'information qui venait de par le monde. Et du coup, c'est quelque chose qui est passé sous les radars, qu'on n'a pas du tout relevé, alors que c'est quelque chose de grave. Enfin, quand même, un ambassadeur, donc sur commande du ministère des Affaires étrangères, qui fait suspendre des publications de la presse d'opposition dans un pays qui n'est rien d'autre qu'une dictature, c'est complètement contraire aux valeurs universelles que la France est censée porter. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave dans cette séquence qui dépasse seulement le coup de force que pour moi est un coup de force militaire pour se maintenir au pouvoir du président Gnassingbé, c'est qu'il y a une espèce de complicité silencieuse et puis à un moment donné un petit peu active à travers ces sanctions demandées à l'encontre de journalistes de la part de la France. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Merci beaucoup pour cette clarification. Parce qu'au Togo, en tout cas, pour bon nombre de Togolais, l'ancien ambassadeur, je pense que c'était M. Vizi, il était considéré par nous comme un ministre de l'État togolais. Parce que c'était de l'ingérence pure et simple. Et pour nous, peut-être que c'est la politique française, parce que c'était un ambassadeur qui était devenu presque un membre du gouvernement. Ce qui faisait croire aux Togolais que peut-être que, bon, c'est ce que la France veut. Et sinon, donc, merci d'avoir clarifié cela, parce que c'était trop, il avait poussé le bouchon trop haut dans ce cadre-là. Nous allons continuer parce que nous avons beaucoup de questions par rapport à ce problème togolais. Pas plus qu'hier, l'honorable Nadot, pas plus qu'hier, vous aviez adressé une lettre à l'Élysée dans laquelle vous l'interpelliez par rapport à la falsification de la signature du président Emmanuel Macron relativement à une reconnaissance apocryphe du 4e mandat usurpé de M. Faure Gnassingbé. Pourquoi croyez-vous que sa signature pouvait avoir été falsifiée? Mais écoutez, d'abord, je ne crois pas.
Je dis que sa signature a été falsifiée. Il y a quelque chose d'extrêmement simple. Quand le président de la République félicite un chef d'État étranger pour sa réélection, vous trouvez le communiqué du président de la République en ligne sur le site internet de l'Élysée. Il n'y a rien. Donc déjà, je me dis, tiens, c'est quand même assez étrange. Par ailleurs, regardez maintenant sur le site France-Togo du ministère des Affaires étrangères, et là aussi, vous avez un communiqué spécial de l'ambassadeur quand il y a un message du président de la République au chef de l'État là où il réside. Vous trouvez par exemple, pour l'élection de 2015 de Faure-Gnassingbé, effectivement un courrier du président de la République française de l'époque reconnaissant son élection. Vous le trouvez de manière officielle. Là, sur ce communiqué, on ne le trouve nulle part. Et par ailleurs, un bout de papier sans le logo de l'Élysée, alors que le président de Macron parlerait à un autre chef d'État, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le citoyen Emmanuel Macron qui parle ou c'est bien le chef président de l'État de la France qui parle? Et auquel cas, on ne se retrouve pas avec un espèce de gribouillis sans les couleurs et le logo de la France. Donc, je ne crois pas. Je dis que ce communiqué est un faux communiqué et j'ai demandé une clarification au président de la République parce que je pense que c'est extrêmement grave d'usurper sa signature. Et deuxièmement, j'ai demandé aux médias français de vérifier leurs sources. Parce qu'on trouve effectivement RFI qui a relayé cette information, mais qu'elle a trouvée dans des officines d'agences de communication, mais qui manifestement, selon mes recherches, sont payées par le chef de l'État actuel du Togo. Donc, en aucun cas, c'est une source officielle. Donc, il y a à la fois le président de la République qui doit quand même se soucier qu'on utilise sa signature sans que ce soit bien sa signature, ce qui est quelque chose de très grave. Et par ailleurs, que les médias togolais au service du pouvoir en place fassent ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas mon sujet. En revanche, moi j'ai demandé à RFI en particulier de vérifier sa source et de faire un démenti si sa source n'était pas satisfaisante. Donc eux vont prendre leur téléphone, appeler le service de l'Élysée et puis demander aussi une vérification. Donc voilà, on aura de la clarté sur cette histoire. Mon point de vue, il est déjà acquis en la matière. C'est quelque chose, je dirais, qui vient en plus de manière assez troublante dans cette séquence. C'était curieux parce que nous-mêmes, on avait remarqué que sur le site officiel du gouvernement togolais, ces lettres n'ont jamais été publiées comme d'habitude. Donc, le doute était né depuis. Et ce doute-là est en train de se confirmer parce que, en tout cas, il y a trop d'indices qui pointent vers donc, cette confirmation-là. Alors, honorable Nadout, espérez-vous une réponse du président Macron? Et s'il ne vous répondait pas, avez-vous d'autres voies pour le contraindre à faire la lumière par rapport à cette histoire? Bien sûr, mais d'abord, je ne vois pas pourquoi le président de la République ne me répondrait pas. Les services du président de la République mettent toujours un petit peu de temps et c'est quelque chose de bien normal, mais dans toutes sortes de questions qui pouvaient être assez compliquées à résoudre dans un passé récent, plus ou moins récent, à chaque fois, le président de la République m'a apporté une réponse. Et je ne vois pas en quoi le président de la République aurait un intérêt à ne pas répondre. C'est le contraire. C'est pour lui une occasion de clarifier quelque chose qui est quand même pas du tout dans l'art et la manière du président Macron. Écoutez, vous savez que je suis quelqu'un d'assez libre et que je me permets d'être suffisamment critique du président de la République quand j'estime qu'il prend des décisions qui ne me correspondent pas. Mais en l'occurrence, je vois mal
pourquoi le président de la République n'apposerait pas une clarification à ma demande. Elle est parfaitement légitime, puisque j'interroge quand même sur les services de l'État. Ont-ils réellement fait ce courrier? Et auquel cas, moi, je vais sérieusement interroger tous les services, parce que qu'est-ce que c'est qu'un courrier comme ça qu'on ne retrouve pas sur les sites avec une publication officielle? Donc, quelle est cette nouvelle manière de faire de la diplomatie? Non, franchement, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai tout à fait confiance dans une réponse qui, effectivement, peut prendre plusieurs semaines parce que le train des affaires diplomatiques n'est pas celui de la presse et des médias, et donc on n'a pas des réponses du jour au lendemain. Mais enfin, j'aurai une réponse sur le sujet. De ce côté-là, je ne me fais vraiment pas de soucis. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous tendons déjà une deuxième invitation par rapport à cette réponse-là. Dès que vous l'aurez, nous allons vous réinviter pour pouvoir la partager avec notre public. Merci beaucoup. Le 2 février passé, honorable, vous avez alerté le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation du Togo suite à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À la suite de cette alerte, vous avez demandé au ministre quelles sont les actions que la France compte urgemment mener afin d'assurer la sûreté de M. Kodjo et sa famille et d'accompagner les combats du peuple togolais pour la démocratie. Qu'attendez-vous en tant que tel, qu'attendez-vous du gouvernement de la République française de façon concrète? Écoutez, la première chose, c'est que on a une Française, et même je crois qu'il y a une des filles oui. Qui est également française. Donc on a là des gens à qui on doit, en tant que pays, on doit la protection. Je veux dire, c'est une garantie qu'on doit assurer pour tout Français. Donc je ne vois pas comment ce serait possible de rester dans cette espèce de situation où, parce qu'elle serait l'épouse de quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui manifestement, par le résultat des urnes, devrait avoir gagné, mais se retrouve dans cette situation quasi ubuesque, hein, pardonnez-moi l'expression, mais on en est quand même là, serait victime et ne serait pas soutenu par la France. Enfin, c'est totalement inacceptable. Donc déjà, la première des choses, c'est d'apporter une protection si nécessaire et de contacter ces Français, ces Françaises, pour leur apporter le soutien que traditionnellement la France apporte à ses ressortissants. Ensuite, il y a la question de la situation du candidat Kodjo. Est-il acceptable que ce monsieur se retrouve en situation d'exil obligé, qu'on envoie une missive à Interpol pour l'accuser d'on ne sait pas quoi? Résultat des comptes, je pense que vous suivez tout aussi bien que moi, mais oui. Interpol ne voit pas en quoi il y a quelque chose de répréhensible et donc répond finalement au chef de l'État actuel qu'il est en train de faire n'importe quoi, parce qu'il faut quand même lire entre les lignes de cette réponse, là aussi. Donc il y a un ensemble de choses qui sont extrêmement évidentes. Et donc, ce que j'attends de la France, c'est que, face à ces évidences, elle ne doit pas se tromper de camp. Et puis, dans la mesure de ses moyens, et en faisant attention, vous l'avez dit très bien hein, juste avant, cet ambassadeur, manifestement, vous savez, moi, c'est quelque chose qui me déplaît fortement, l'ingérence. Mais par contre, quand il s'agit de faire respecter le droit, l'état de droit, les droits de chacun, je pense que tout pays doit intervenir vis-à-vis d'un autre quand de nécessaire. Donc là, la France, elle doit intervenir. Elle doit intervenir. C'est un devoir moral pour notre pays, avec quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a un passé qui est extrêmement lourd.
l'action de la France a été très souvent négative à l'encontre du Togo. Même si on voudrait effacer de la mémoire collective la période coloniale et puis la période post-coloniale, un jour ou l'autre, les archives, au moins les archives de l'ambassade des États-Unis s'ouvriront et nous en saurons plus sur l'assassinat d'un ancien président du Togo. Mais on a quand même bien la conviction, à travers les témoignages d'un certain nombre de personnes, que la France n'était pas complètement absente en termes de responsabilité. Et puis, il y a bien d'autres choses sur lesquelles la France a regardé son passé en n'écartant pas tous les mauvais gestes et toutes les mauvaises actions. Et donc, ça oblige. Ça oblige à quoi? Ça oblige au minimum aujourd'hui à avoir une position de raison et de respect des valeurs qu'on affiche. Parce que si le ministre Le Drian ne fait rien vis-à-vis du Togo, alors il ne faut pas, et ça c'est mon devoir de contrôler ça, mais il ne faut plus qu'ils disent qu'on est un pays des droits de l'homme, qu'on fait la promotion des droits de l'homme, et il va contre la parole du président Emmanuel Macron, qui a prononcé un discours très précis sur le sujet à l'université de Ouagadougou à la fin de l'année 2017. Il a très clairement dit, et là on trouve le texte du discours sur Internet très facilement, il a dit clairement que partout où les gens voulaient souffler sur le vent de la démocratie, il fallait que la France les aide. Alors, pardon, mais là, il y a bien quelque chose qu'il faut mettre en route côté français pour respecter la parole présidentielle. Donc moi, je contrôle l'action de mon gouvernement. Au jour où nous sommes, je dis très clairement, la France ne fait pas ce qu'elle doit faire vis-à-vis du Togo dans la situation dans laquelle est le Togo, presque un an après cette élection complètement tronquée du 22 février 2020. Donc voilà la situation où on en est. Donc maintenant, il faut travailler pour faire avancer, pour faire évoluer les choses. Moi, j'essaye de faire mon possible pour que le ministre des Affaires étrangères puisse avoir un discours et des actes qu'on met les uns en face des autres. On n'en est pas encore là. On va faire ce qu'il faut pour l'obliger à le faire. Merci beaucoup, honorable Nadot. Dans le même ordre d'idées, vous évoquiez l'article 96 des accords de Cotonou. Pouvez-vous nous expliquer comment cet article peut être utile dans la résolution de la crise née de l'élection présidentielle du 22 février au Togo? Écoutez, il faut recontextualiser. Les accords de Cotonou, qu'est-ce que c'est? C'est un accord, c'est du droit international. C'est un accord entre l'Union européenne et un certain nombre de pays d'Afrique, au rang desquels figure le Togo, un certain nombre de pays d'Amérique centrale et du Pacifique également. Cet accord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes les parties à cet accord acceptent des règles concernant l'état de droit, les principes démocratiques, le respect des droits humains. Voilà. La France est contributrice d'un certain nombre d'aides économiques à destination du Togo en provenance de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, quand on est dans un accord, tout le monde doit respecter les termes de l'accord. Oui. En l'occurrence, le président Gnassingbé n'a pas respecté les termes de l'accord. Respecter les termes de l'accord, c'est notamment qu'on ait les procès-verbaux des résultats de l'élection présidentielle, bureau de vote par bureau de vote. On l'attend toujours, on ne l'a pas eu. Donc, on a des principes démocratiques et certains aspects précis qui ne sont pas là. Donc, en vertu des accords de Cotonou, il y a cet article 96 qui dit que dans ces cas-là,
l'Union européenne, un État membre, peut demander à ce qu'il y ait une phase de dialogue qui précède ou accompagne une phase d'enquête. Et en fonction de ce qu'on peut déceler de tout ça, alors ces phases-là se font avec des représentants du pays incriminé et des représentants de l'Union européenne. À l'issue de cette phase, chaque partie peut prendre ses dispositions. Et en l'occurrence, l'Union européenne l'a déjà fait dans d'autres situations, c'est de prendre un certain nombre de mesures qui s'apparentent à des sanctions. Alors, ça peut être des sanctions qui sont des sanctions économiques au sens large, ce qui est certainement pas souhaitable, parce que, encore une fois, sur un coup comme ça, ce serait probablement d'abord les Togolaises et les Togolais qui seraient touchés en premier et le pouvoir en place en dernier. Donc, ce ne serait pas du tout satisfaisant. Mais parmi les sanctions qui sont possibles, il y a des mesures qu'on appelle des mesures d'ordre individuel. Et donc, moi, je pense que si on présente de la manière suivante les choses, à savoir que le président togolais n'a plus le droit de mettre un seul pied au sein de l'espace de l'Union européenne, y compris pour faire escale avec un avion. C'est une manière de mettre une pression et d'exercer des obligations de changement assez fortes. Et puis par ailleurs, il y a d'autres possibilités de mesures. On peut geler des avoirs financiers. Il y a vraiment des choses qu'on peut mobiliser pour ramener les gens, je dirais, dans le bon et droit chemin. Donc moi, je pense que c'est une très bonne manière que de faire valoir le droit, rien que le droit. Et là, on a un accord auquel le chef d'État du Togo, qui est de facto en ce moment M. Nassimbe, a obligation de respecter. Donc allons-y, explorons les articles des accords de Cotonou et nous verrons quelles mesures sont à prendre. Donc, parlant des sanctions, il y a un journal proche du pouvoir à Délomé et qui annonçait il y a de cela quelques jours que, à l'invitation du chef de l'État français, le chef de l'État du Togo sera en France pour une visite de travail dans le mois de mars. Et donc, pour les Togolais, voilà encore, si cela venait à se concrétiser, voilà encore une manière pour le président Macron de nous dire que, bon, voilà, j'ai pris fait et cause pour, n'est-ce pas, l'oppresseur, n'est-ce pas, des peuples togolais. Et vous en avez parlé. Donc, je pense que nous avons eu l'information, nous avons dit, bon, on s'est dit, en tout cas, est-ce que cela est possible puisque Macron, le président Macron, il y a de cela, je pense que c'était en 2018, au Canada, à l'interpellation d'un Togolais qui parlait, n'est-ce pas, de sa position par rapport au président togolais. Le président Macron nous disait que non, moi je ne l'ai jamais reçu. Donc, c'était une manière de dire que non, je n'approuve pas ce qu'il est en train de faire. Mais à travers son silence et tout, les Togolais commencent par vraiment croire que, y compris le discours de Ouaga, n'était vraiment pas quelque chose qu'il devait respecter parce qu'on ne voit pas de changement après ce discours-là et après cette position-là. Bon, voilà pourquoi nous continuons par nous inquiéter. Mais la question par rapport à tout cela, c'est que le drone qu'on a utilisé pour assiéger le domicile de M. Agbem Kodjo et les chars et tout ont été récemment acquis, n'est-ce pas, de l'État français, puisque c'est là où l'État togolais achète ses armes. On se demande pourquoi peut-être l'Assemblée nationale française approuve de ces ventes d'armes à des régimes comme le régime togolais qui ne peut que les utiliser contre son peuple. Est-ce que, bon, est-ce que nous pouvons aussi dire que l'Assemblée nationale a une responsabilité par rapport à cela parce que nous savons qu'il faut qu'elle approuve ces ventes d'armes-là?
Écoutez, vous arrivez sur un autre de mes combats. Moi, je suis arrivé comme député en 2017 et j'ai découvert, à ma grande surprise, que sur tout ce qui concernait les exportations d'armes de la France, rien ne se passait à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, on en est toujours là, avec une petite différence, c'est que en ayant mis les pieds dans le plat à travers les exportations en direction des pays partis au Yémen, l'opinion française est de plus en plus regardante sur ce qui se passe, et donc ça devient de plus en plus compliqué pour le pouvoir exécutif français de faire ses petits achats et ses petites ventes en toute discrétion comme il faisait précédemment. Mais pour l'instant, on a une information qui est partielle, qui n'est pas complète, tous les mois de juin, où on nous dit, en global, financièrement, il y a eu pourtant 2 millions d'euros d'exportation de matériel militaire vers ce pays. Mais l'Assemblée nationale est absente de toutes ces tractations, ce que je déplore profondément parce que, vous voyez, on parle beaucoup des problèmes démocratiques du Togo, mais la France n'est pas exempte en manière de zone d'ombre démocratique. Et il se trouve que les exportations d'armes, particulièrement, sont un sujet extrêmement fort en la matière en termes de zone d'ombre démocratique française. Et très clairement, du matériel militaire français, s'il se retrouve au Togo, ça peut expliquer certains silences, certaines actions diplomatiques d'un ambassadeur de France trop zélé, et ainsi de suite. Donc, c'est un point de vigilance qu'il faut essayer de regarder, mais qui est extrêmement complexe dans le même temps, parce que de tradition, la tradition gaulienne de la France, là, cette espèce de tradition très centralisée et du secret, et encore plus en matière de relations avec les pays d'Afrique, on a là tous les ingrédients de ce qui est totalement secret, passé sous le secret, et dont on a bien du mal à pouvoir faire ressortir et utiliser dans le débat et l'action diplomatique, puisque on n'a pas les informations nécessaires à ce sujet. Mais vous faites bien de le relever, parce que c'est un élément extrêmement prégnant dans les relations internationales, que ces questions d'exportation d'armes, et puisqu'il y a un jeu concurrentiel très fort et très violent en même temps, avec les autres exportateurs principaux, et puis ceux qui veulent arriver sur le marché. Donc, ça génère des relations extrêmement compliquées avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec les États-Unis. Et un pays comme le Togo, les Togolaises et les Togolais se retrouvent au milieu d'enjeux qui sont complètement, qui les dépassent complètement, mais sur lesquels il est extrêmement difficile d'avoir prise. Donc il y a cette espèce de sentiment d'être pris au piège que j'ai bien perçu de la part de Togolais avec qui j'ai eu des échanges récemment, notamment. Et c'est une évidence que mettre en lumière ces facteurs-là, c'est une nécessité. On essaye collectivement, un certain nombre de parlementaires, d'avancer sur le sujet, mais c'est extrêmement difficile pour nous également. Mais honorable Nando, il y a un de nos éditeurs qui vous envoie, disons, il demande de vigilance. Il dit qu'il n'est pas exclu qu'après cette interview, le gouvernement togolais, comme son habitude, arrive devant vos portes avec des valises pleines d'argent pour vous amener à ne plus parler du problème togolais. Alors, il vous demande vigilance, vigilance, vigilance. Donc, voilà, le message, je viens de vous le passer. Écoutez, je vais rassurer cet auditeur. Si j'avais dû ramasser des valises de billets, comme vous dites, je l'aurais déjà fait, parce que dans mes différents combats, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, je vous garantis que les valises de billets, je pense qu'ils sont plus à même d'en amener que le gouvernement togolais à l'heure actuelle. Donc, ouais.
Je comprends parfaitement qu'on puisse avoir ces suspicions, puisque en la matière, c'est quelque chose qui a beaucoup existé et qui Oui, existe encore. absolument. Mais vous savez, dans la classe politique française, on fait ressortir beaucoup, ben, quand il y a des affaires et donc des gens qui sont extrêmement malhonnêtes. On a quand même un président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui est quand même sur 4 ou 5 affaires de Oui. malversation au tribunal encore en ce moment. Donc effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin. Maintenant, vous savez, il y a quand même une grande majorité, et puis c'est pas, c'est toute sensibilité politique confondue. Il y a une grande majorité de parlementaires qui sont profondément honnêtes et convaincus qu'il faut faire ce qu'ils ont à faire avec les moyens du bord qui sont tout à fait satisfaisants pour vivre tout à fait décemment, correctement en France. Donc voilà, donc rassurer cet auditeur. Et puis, vous pouvez tout de suite dire au gouvernement togolais qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre, que ça ne m'intéresse pas. En tout cas, merci beaucoup d'avance parce que les suspicions sont permises puisque tout le monde connaît ce gouvernement, même à l'interne. Vraiment, ils sont prêts à verser ce qu'ils peuvent verser à une personne juste pour avoir son silence et laisser le problème comme ça, tel qu'il est. Donc, alors, merci beaucoup. Je pense que l'auditeur sera satisfait.